Alors ce que je vais faire, donc je vais créer. Alors, vous allez toujours avoir la présentation. Oui, monsieur. Alors, je vais juste créer un simple. Donc, je ne vais pas utiliser déjà. Je peux toujours faire le même test avec Java ou n'importe quel langage, mais je vais faire ça en JavaScript. Donc, je vais créer un projet JavaScript format. Un projet, par exemple, Node.js, par exemple. Bon, c'est un simple projet JavaScript. Alors que je vais appeler. Donc, ça, c'est pour juste protobuf test 2. Donc ça c'est un projet Node.js. Alors un projet basique. Alors en fait dans ce projet là, donc je vais créer un fichier JavaScript simple, new JavaScript. Je vais appeler index.js. Alors ce que je vais faire c'est-à-dire dans cette application, j'essaierai de créer des employés. Je vais créer une liste. Je vais par exemple déclarer une liste d'employés. C'est un tableau dans lequel je vais ajouter des employés. Donc employés. Alors je vais ajouter des objets. C'est du JavaScript. Alors je vais ajouter des employés. Chaque employé a un ID. Par exemple ici ID. Je vais mettre 1, virgule, le nom. C'est du texte Mohamed. Et par exemple le salaire. 9000. Alors ça c'est. Je vais ajouter trois objets employés. Il y a un premier. Le deuxième, c'est le code E2. Mettre Yassine par exemple. Alors le salaire 22 000. Et le troisième, par exemple, Hanan. Alors c'est pas ici. Ça c'est 2. Ça c'est 3. 23 000. Alors ici donc ça c'est-à-dire j'ai un tableau employé. Monsieur, on a deux Hanan. Quoi? On a deux Hanan. De Hanan, oui, ok. Alors ça c'est Yassine. Alors ici donc ça c'est en fait c'est un tableau d'objets. C'est un tableau qui contient trois objets employés. Et après je vais le convertir en format JSON. Donc j'ai c'est une constante ou une variable. Voilà. Alors ça c'est JSON data. Alors pour faire la conversion JSON, on va utiliser JSON. Je ne sais pas pourquoi l'intelligence ne marche pas. Elle est en train d'indexer encore le fichier, je ne sais pas ce qu'elle fait. Alors JSON.stringify. Alors qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors JSON.stringify employé. Et après donc je vais afficher console.log employé. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bon, après, donc, je vais l'exécuter. Donc, je vais utiliser tout simplement node index.js.
Alors ici il y a des erreurs. Stringify, c'est mal écrit. Stringify. Log employé. Ah, c'est pas employé en fait, c'est JSON data. Voilà. En fait, il n'y avait pas de problème. Alors, donc, je vois ici mes données. Et c'est-à-dire, c'est en quelque sorte, si je fais la sérialisation en format JSON, donc je vais avoir ça. Et après, je vais les enregistrer dans un fichier. Alors, pour cela, donc, je vais, pour les comparer, je vais utiliser donc const, par exemple, file system égale require fs. Et directement, ici, donc, je vais utiliser fs.write à 5 write file à 5 en mode synchrone. Alors le fichier, je vais l'appeler data.json et je vais enregistrer JSON data. Bon, ça c'est des données JSON. Alors je réexécute. Alors en principe ici, donc je vais avoir un fichier qui est généré. Il est là. C'est data.json, il est là. Alors si je regarde le fichier, l'idée c'est quoi? C'est que mon fichier, il a quelle capacité? Alors la capacité, vous voyez, donc il y a 122 octets. Ben, c'est normal parce qu'en fait, comme vous pouvez le constater en format JSON, tout ça c'est du texte. Chaque chose que vous voyez là, c'est un octet, un caractère. C'est des octets. Donc d'ailleurs, si vous voyez le nombre de caractères que vous voyez là, si vous allez jusqu'à la fin, vous voyez même un nombre pour lui, c'est des octets. Donc par exemple, ça c'est 2, c'est un octet, ça c'est un octet. Vous voyez donc ça c'est quasiment, ce nombre là c'est 5 octets. Et après, si vous regardez un peu à la fin, parce que là... octets ou 5 bits, monsieur? Comment? 5 octets ou 5 bits? Non, 5 octets. 5 octets. Vous voyez, donc le problème de JSON et XML, c'est du texte. Et quand vous êtes du texte, donc chaque caractère que vous voyez là, c'est un caractère. D'ailleurs, si vous regardez bien ici, là on peut voir ici le nombre ici de... Ça c'est, on est quand il est là, 85 ici. Alors, ça c'est le nombre de... Voilà, on est là 123. Cette position-là, c'est 123 caractères. Et d'ailleurs, si vous voyez ici la capacité là, du fichier, la capacité du fichier, c'est 122 octets. Voilà. Alors ça c'est pour JSON. Alors JSON c'est ça. Supposons que je veux faire en XML. Alors, comme ça on va comparer JSON, XML et après on va comparer avec Protobuf. C'est un peu pour faire un test, c'est intéressant de le faire. Alors pour utiliser la sérialisation XML, donc je vais... Qu'est-ce qui me dérange, c'est qu'il n'a pas... Voilà. Alors ici, donc j'ai besoin juste pour XML. En fait, je vais installer une librairie install qui s'appelle XML.js. XML.js. Et après, alors ici donc je vais l'appeler, donc ça c'est XML.js comme ça, égal require
la librairie c'est XML.js. Voilà. Alors après par la suite, donc ici je vais serialiser. Ça c'est XML data. Cette fois-ci je vais utiliser ça XML.js. XML.js. J'appelle une méthode qui s'appelle normalement c'est JS to XML. JS to XML. Alors, parce qu'en fait, c'est un objet JavaScript en XML. Donc, ça, c'est du JavaScript, c'est un objet employé. Et après, on va lui donner un certain nombre d'options. Alors, ces options, c'est un objet JavaScript dans lequel on va trouver quelques options comme par exemple compact. Est-ce qu'on voudrait que ce soit compact? Compact, c'est true. Par exemple, le nombre d'espaces, parce qu'en fait, il va faire l'indentation. Donc, chaque indentation, c'est-à-dire chaque tabulation, combien d'espaces je vais mettre par exemple 4 par exemple, ça peut suffire ici. Alors ça, c'est quelques options. Donc pour serialiser, et après je vais enregistrer donc XML data. Je vais l'enregistrer dans un fichier que je vais appeler XML. Et la même chose, donc je vais exécuter. Non, ça c'est pas ce que je voulais faire. Alors je vais exécuter index.js. Alors ici donc en principe il va me générer un autre fichier XML, il est là. Alors, vous voyez donc ça c'est du XML, mais bon, ça c'est chaque employé, donc ça c'est en fait ses attributs. Mais là il n'a pas compris en fait qu'il s'agit des employés, donc il met des éléments qu'il va appeler 0, 1, 1, donc le fichier n'est pas complet. Alors c'est pour cela donc on va serialiser, c'est ça, c'est que on va créer un objet que je vais appeler donc JS object, donc liste employé liste. Bon, c'est un objet dans lequel je vais mettre un attribut employé et la valeur c'est employé, comme ça. Donc au lieu de serialiser ça, on va serialiser cette liste. Ici. Là je vais faire la même chose ici. Alors ce qui fait que ça va me donner, ça va me serialiser. En fait, ça c'est les données de JSON. Ça c'est les données JSON. Bon, ça c'est un objet qui contient un attribut employé et employé avec une liste d'employés. Et après il y a XML. Alors XML, vous voyez donc cette fois-ci c'est chaque élément, et il a compris qu'il s'agit que chaque élément c'est un employé, puisqu'en fait dans l'objet il y a un élément qui s'appelle employé. Donc ça c'est du XML. Mais pour que ce soit vraiment du XML, il ne faut pas oublier qu'un document XML doit avoir une racine. Donc ça veut dire qu'il faut encore ajouter à ça un élément racine. Ici donc je vais le faire manuellement comme ça ici, plus simple. XML data. Donc c'est quoi si je vais utiliser donc la balise par exemple, ça c'est l'élément que je vais appeler root, ça c'est l'élément XML root, c'est-à-dire où c'est la racine de mon fichier XML, plus à la fin je vais mettre /root. Mais là il faut utiliser donc comme c'est une chaîne, on va utiliser anti-slash comme ça, slash, parce que ça c'est pour des caractères spéciaux. Alors j'exécute, je vois mon fichier XML, maintenant il a une racine,
Bon, ça commence par root et ça se termine par slash root. Et après, si je fais un retour à la ligne, pour faire un retour à la ligne, comme ça on peut voir mieux. Ici, je vais mettre anti/n. Et là, je vais mettre ici anti/n avant de revenir à la fin. Alors ça, c'est XML, la sérialisation XML. Donc, je vois ici un élément root et à la fin, je vois /root. Et je vois les 3 employés. Alors maintenant, si vous regardez la taille des données, alors qu'est-ce que je trouve là? Donc je trouve le format JSON, c'est les mêmes données, hein, c'est le même message en format JSON, c'est 135 bytes. En XML, c'est 282 octets. Donc on voit bien que XML, c'est plus verbeux, c'est beaucoup c'est-à-dire c'est bavard, ça prend beaucoup d'espace. Mais après, il a comptabilisé également ces 4 espaces que vous voyez là. Vous voyez donc pour lui, c'est 4 caractères. Donc si vous voulez réduire, on va lui dire ça. On va lui dire en fait, je veux pas d'indentation, je veux mettre 0. C'est-à-dire quand je génère mon fichier XML et ça reste toujours aussi grand. Vous voyez donc cette fois-ci, donc je vois tout ça en une seule ligne, dans la même ligne, mon fichier XML. Pour ça, on peut les changer comme ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça reste toujours la taille, c'est plus grande que JSON. Bon, c'est moins grand que tout à l'heure. Alors ici, JSON, c'est 135 octets. XML, c'est 232. Oui. Comparé à tout à l'heure, la taille du fichier, disons, la taille a augmenté. Il a augmenté par rapport à tout à l'heure? Ouais, la taille c'était 122. Oui, parce qu'en fait, c'est normal, parce que j'ai ajouté, en fait, au début, j'ai sérialisé la liste des employés. C'est cette liste que j'ai sérialisée. Alors que maintenant, j'ai créé un objet employé list dans lequel j'ai un autre attribut employé qui contient la liste des employés. Donc d'ailleurs, c'est ce que je vais faire dans le protobuf. Donc je vais respecter la même structure. Alors ça c'est bon. J'imagine que vous avez déjà manipulé donc XML. Mais c'est bizarre. Alors donc ça c'est déjà bon. Ça c'est vous n'avez pas besoin de le démontrer généralement. Ça se voit visiblement. XML ça prend plus de volume que JSON. Donc c'est pour cela que JSON il est plus en fait préféré que déjà XML. Et en plus que parser un document XML, ça prend plus de temps que JSON. Donc ce qui fait que JSON il est préféré au XML. Mais si vous regardez bien, si vous regardez bien les choses, regardez. Alors si je regarde ces données, si vous voulez JSON, alors le problème il y a des données qui se répètent. Donc l'attribut ID, vous voyez donc pour chaque employé, j'ai l'attribut ID. J'ai ici l'attribut nom, name, j'ai l'attribut salarié. Alors, quand je viens dans l'autre employé, je reprends ID, name, etc. Salarié. Donc ça veut dire que dans les données encodées en format JSON, comme d'ailleurs le cas de XML, XML je vois pareil, je vois toujours ID, la balise ID il se répète chaque fois qu'il y a un employé, il y a un ID qui se répète. C'est-à-dire, c'est pas optimisé en réalité. Alors, ce qui fait que protobuf, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, protobuf, lui, quand il va écrire les données, d'abord, il ne va pas les écrire en format texte. Et donc, il va les écrire sous forme d'un tableau. C'est bytes, c'est des bytes, c'est un tableau d'octets. Mais chaque champ, maintenant les champs, chaque information, il faut connaître, il faut savoir cette information, ça correspond à quel champ. Mais du coup, donc, il va utiliser une numérotation des champs. C'est-à-dire que par exemple, l'attribut ID, il va lui donner un code 1, c'est-à-dire le numéro 1. Donc le name, c'est le champ numéro 2. Et le salaire, c'est le champ numéro 3. Il dit que donc ici, au lieu de répéter ID, par exemple, au lieu de répéter salarié comme ça, alors pour lui, donc, dès qu'il trouve le champ 3, alors il sait très bien que le champ 3, ça correspond au salaire. Donc au lieu, par exemple, d'écrire carrément tout le nom du champ, on va le coder tout simplement avec un byte, un octet.
Alors que ici, par exemple, le nom du champ salaire, c'est combien d'octets? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, 6 caractères. À chaque fois, du moment qu'ils se répètent, c'est-à-dire à chaque fois, vous perdez 6 caractères dans le stockage. Alors, ce qui fait que, donc, on va voir avec protocole buffer. Donc, ce qu'il va faire, plutôt, donc, il va mettre un mécanisme qui permet d'identifier les champs des structures des données par des numéros. Ben, c'est ce qu'on va voir ici. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier carrément, parce que je peux faire dans le même. Donc, on va créer d'abord le fichier protobuf. C'est-à-dire, il faut, contrairement à JSON, XML, c'est que tu peux toujours, à n'importe quelle application, tu génères JSON ou XML, tu n'es pas obligé de créer un schéma. C'est-à-dire la structure des données, tu n'es pas obligé de les déclarer avant. Bon, avec XML, on le fait avec les schémas XML, mais vous n'êtes pas obligé. Alors maintenant, avec protocole buffer, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut d'abord créer un fichier qu'on va appeler par exemple employé .proto. Alors en fait, ce fichier-là, employé.proto, donc ça c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, c'est un fichier dans lequel on déclare la structure des données. Qu'est-ce qu'on va déclarer? D'abord, il faut spécifier la version. Alors rapidement, je vous montre un peu ce qu'on va faire. Alors c'est ça, c'est pas la version, c'est la syntaxe. Donc vous voyez, donc on va juste spécifier la syntaxe qu'on va utiliser. On va utiliser la version Proto 3, c'est la version actuelle. Et après, on va déclarer les messages, c'est-à-dire des données qu'on va manipuler. Dans notre cas, on va manipuler des employés. Donc il faut déclarer un message employé. Donc c'est comme si vous déclarez les structures de données. Bon. Si vous vous rappelez, dans les schémas XML, on utilise complex type pour déclarer structure de données. Dans le langage C, à l'époque, on utilisait struct, donc pour déclarer une structure. Dans un langage orienté objet, c'est des classes. Donc, c'est-à-dire déclarer une structure dans laquelle on déclare les attributs. Alors ici, donc, je déclare employé défini par son ID, qui est de type int32. Donc, il y a des types de données qui sont spécifiques pour protobuf. Et vous voyez ici égal à 1. Alors, c'est à vous maintenant d'attribuer un numéro à ce champ. Donc ici, je suppose que ID, je vais lui attribuer le champ numéro 1. C'est pas égal, il ne faut pas comprendre ça, c'est-à-dire c'est que le ID il est de type int, mais je vais lui donner un numéro pour ce champ. Pour moi, je lui donne 1. Le champ name il est de type string, je lui donne le numéro 2. Et le salaire c'est de type float, donc je lui donne le numéro 3. Et après, comme j'ai besoin de manipuler une liste d'employés, donc je vais déclarer encore un autre message, employé avec S, dans lequel je vais déclarer une liste d'employés. Alors, avec protobuf pour déclarer un tableau, une liste d'objets, on utilise le mot-clé repeated. Alors, repeated, donc employé. C'est-à-dire, c'est comme si vous déclarez un objet employé, mais avec repeated, c'est-à-dire ce n'est plus un seul objet, c'est plusieurs objets employés. Alors ici, la même chose, donc ça c'est une liste, c'est comme si vous déclarez un tableau d'employés. Donc vous voyez donc ici, repeated, c'est ce qui est utilisé dans protobuf pour déclarer une liste ou bien un tableau. Et ce champ-là, je vais lui attribuer 1. Vous voyez donc ici, dans chaque structure de données, les champs, vous les numérotez comme ça. Par exemple, ici dans cette structure, je vais les numéroter 1, 2, 3. Et celui-là, donc il n'y a qu'un seul attribut, donc je vais l'appeler 1. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais utiliser donc syntaxe. Alors syntaxe égale. Alors proto 3. Alors c'est bien dommage que, en fait, parce que avec normalement, il est en train d'indexer, ce qui fait qu'il ne me laisse pas l'intelligence, parce que normalement, il y a un plugin qui est installé de protobuf, ce qui fait qu'il reconnaît facilement la syntaxe, en tout cas. Et là, je vais déclarer tout simplement des messages. Employé. Alors, donc, j'ai ici
les types. Vous voyez donc, normalement, vous devrez avoir la liste des types, c'est bien de le voir, mais bon, c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, peut-être, je vais arrêter, parce que j'ai quelque chose de lancé. Voilà, c'est ça. Bon, parce qu'en fait, il a lancé un processus qu'il fallait arrêter. Donc ici, donc, je vois int, donc ça, c'est les types de données, si vous voulez. Et il y a int 32 bits, int 64 bits, il y a, bon, ça, c'est les types de données qui sont utilisés. Alors ici, donc, je vais utiliser int 32. Et après, je vais l'appeler id. Et pour moi, donc, ça, c'est 1. Et après, string name égale à 2. Et float. Donc, je déclare la structure, donc ça, c'est salarié égale à 3. Donc ça c'est pour la structure de données employé. Et après je déclare un autre message employé, une liste dans lequel je vais déclarer une liste d'employés. Alors ici donc c'est repeated employé. Voilà. Ça c'est égal à 1. Alors il y a un point virgule ici. Alors ici donc qu'est-ce que je viens de faire? Bon, je viens de créer un fichier protobuf proto, donc dans lequel je déclare les données que je vais manipuler. Donc ce qui fait que quand on va utiliser gRPC, la première des choses qu'on va créer c'est ce genre de fichier. Alors pour le moment on a besoin que de déclarer des structures, on va pas créer, mais quand on va utiliser gRPC, on va déclarer des services. En fait, les services, c'est-à-dire c'est l'interface dans laquelle on va déclarer les méthodes, c'est-à-dire du service distant qu'on va développer après. Alors pour le moment, on va le laisser comme ça. Et après, je vais le manipuler. Maintenant, vous avez un fichier protobuf. Maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser du JavaScript. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire la compilation JavaScript pour générer le stub JavaScript. Parce que je vais utiliser ce stub dans mon application JavaScript. Donc, pour cela, il faut vous utiliser donc le compilateur protobuf. Donc, pour avoir le compilateur, vous pouvez le télécharger à partir de ce lien. En principe, faites le compilateur protobuf. Vous voyez donc il y a c'est pour, si vous voulez, CPP pour chaque langage, il y a pour tous les langages, mais après il y a all. Donc si vous voulez télécharger pour tous les langages, vous le faites. Donc tout dépend ce que vous voulez. Alors, en tout cas, si vous téléchargez ce fichier .zip, donc c'est ce que j'ai ici. Alors dans le dossier Tools, ici. Alors dans le dossier Tools, j'ai protocole. Ça c'est voilà. Alors ici donc vous voyez donc ici il faut avoir protobuf compilateur. Ici quand vous regardez le dossier bin, vous allez trouver une commande qui s'appelle protoc, protocompiler. Donc c'est bien ça avec celui-là qu'on va compiler nos protobuf en principe. Alors bien sûr ce chemin-là, ce serait bien de le placer dans la variable environnement path. Comme ça vous pouvez accéder directement sur ligne de commande. Alors path, vous voyez je l'ai déjà ici. Donc vous l'ajoutez. C'est le chemin bin. Alors tout simplement, ça c'est... Et après, nous on veut faire la compilation protocole buffer en JavaScript. Je vais utiliser donc cette ligne de commande que j'ai ici. Voilà. Je vais faire copier-coller après. Vous pouvez la voir. Directement dans mon projet, je fais ça.
Alors ici, donc j'appelle protocompiler. Donc ça suppose que vous avez la variable d'environnement path qui pointe vers le dossier bin. Sinon, il faut mettre le chemin où se trouve le protocompiler. Alors ici, donc il faut lui donner l'option "-js". Donc c'est-à-dire, je voudrais générer du JavaScript. Output, je vais utiliser quel style, quel type de JavaScript. Je vais utiliser command.js, c'est-à-dire standard, JavaScript standard. Sinon, vous pouvez générer du TypeScript ou en fonction du code que vous voulez utiliser. Et donc, voilà, l'option binary. Après, point, c'est-à-dire, tu vas me copier plutôt le stable dans le dossier courant. Et après, je lui donne c'est-à-dire qu'est-ce que je vais compiler, le fichier qui s'appelle employé.proto, c'est-à-dire ce fichier-là. Alors, si vous faites, c'est rapide, vous voyez donc il a généré. Qu'est-ce qu'il m'a généré? Ben, il va vous générer un fichier, un stable pour ici. Alors, ici, donc, il est là, .js. Alors, si vous regardez, vous trouverez ici beaucoup de JavaScript, etc. Donc, ça, c'est pareil pour Java, c'est pareil pour C#. Il vous génère donc le stable. Alors, du moment que ici, donc, on a généré, on a fait la compilation protobuf, maintenant, on va l'utiliser. Alors, pour l'utiliser, donc, on aura juste besoin d'installer une librairie également, npm install. C'est protobuf Google protobuf. Je vous ai compris. Ouais, c'est ça. C'est Google protobuf. Ça, c'est du JavaScript. Voilà. Et après, donc, on va ici donc de faire le travail. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va créer notre application. On va sérialiser 3 employés. Les mêmes employés, on va les sérialiser, on va comparer. Alors, je vais créer un fichier que je vais appeler index2.js. Alors ici, donc, on va importer. Alors, je vais l'appeler, donc, ça c'est... comment on va l'appeler? Alors, ça c'est le schéma, si vous voulez. Là, on va l'appeler... Ça c'est le schéma, égal, require. Là, on va importer maintenant /, employé, voilà, protocole buffer. C'est-à-dire c'est le stable, c'est-à-dire celui qui est généré. Donc on va l'utiliser. Mais à partir de là, alors j'aurai besoin également, alors tout ça je peux utiliser des constants s'il vous plaît. Alors j'ai besoin également de file system, parce que j'ai besoin d'enregistrer un fichier. Et maintenant je vais créer des employés. Alors ici donc je vais utiliser par exemple un employé E1 égale new. Je vais instancier une classe qui se trouve dans schema. Point employé. Alors en fait, c'est-à-dire dans si vous cherchez dans le stable, il vous génère une classe qui s'appelle employé. Donc c'est-à-dire chaque structure, chaque message que vous déclarez dans le proto ici, donc il vous génère une classe. Donc je vais l'instancier. Et après donc cet employé 1, je vais utiliser il génère les setters, donc set ID. Alors ID c'est 1. E2.setName, c'est on va utiliser les mêmes données que tout à l'heure, comme ça on va comparer les mêmes données. E3.setSalary, je crois c'est 9000. Ça c'est pour le premier employé. Je vais créer un deuxième, E2. Alors E2 c'est le ID c'est 2. C'est quoi ça? Ça c'est 1. Ça c'est 1. 2. Ça c'est 2.
Alors, le salaire, je crois qu'on a mis un 22 000. Et le troisième employé. E3. Son ID, c'est 3. Alors, le E2, c'est Yassine, je pense. Alors, E3, c'est Hanan. Et le salaire, c'est 23 000. Bah, ça veut dire qu'ici, donc, j'ai créé 3 objets comme je l'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai 3 objets. Le premier, le deuxième, le troisième. Et après, maintenant, je vais créer une liste. Parce que ces 3, je vais les ajouter en liste. Alors, sachant que dans mon fichier protobuf, j'ai déjà déclaré employé, une liste d'employés. Donc, je vais l'instancier. Je vais instancier cette classe-là. Donc, ici, employé, la liste des employés, si vous voulez, égale new. Bon, je vais encore vers le schéma. Et je vais instancier la classe employé, pluriel. Alors ça, c'est minuscule. Donc, c'est-à-dire, je vais instancier cette classe. Alors, comme cette classe contient une liste, vous allez trouver des méthodes add, une méthode qui s'appelle add employé. E1. Je vais ajouter l'employé E1. Alors ça, c'est normalement, vous devrez avoir l'intelligence, tout ça. On va voir dans Java, et donc il n'y a pas de problème. Mais ici, je ne vais pas trop tarder là-dessus. Alors E2, E3. Donc ici, donc j'ai les 3 employés qui sont dans cet objet-là. Alors maintenant, je vais les sérialiser. Alors je vais les sérialiser en format binaire. Alors pour cela, donc je vais utiliser donc employé.serialize binary. Alors ici, protodata, ou la data proto si vous voulez. Donc en format proto, c'est quoi? C'est employé, c'est la liste. Serialize en format binaire. Alors si vous affichez ça, vous allez voir, c'est un tableau d'octet. C'est console.log. Alors data proto, c'est un tableau d'octet. Alors si vous affichez en fait l'objet lui-même, alors qu'est-ce que ça donne? Il y a quelque chose qui cloche dans l'affichage. Vous voyez donc il vous dit que c'est un objet, c'est un array qui contient 3 objets. Donc il n'y a pas de problème. Alors maintenant, serialize binary, si vous affichez ces données-là, je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est juste un problème voilà, c'est ça, c'est juste un problème d'affichage. C'est juste, oui. Où est-ce que les méthodes add employé, set employé, set ID, elles ont été implémentées? Eh bien, ils ont été implémentés dans le proto, le fichier employé proto. Exactement, c'est le stab ici. Si vous cherchez dans ça, vous allez trouver le prototype employé, vous avez des méthodes, etc. Mais ça, c'est du Java. Vous voyez, donc ça, c'est du JavaScript command.js, l'ancien JavaScript. Mais si vous avez utilisé par exemple la norme ECMAScript 6, vous allez voir ici des classes, etc. C'est quand vous le faites dans TypeScript. Comme le monsieur, comment il implémente les méthodes qu'on veut? Comment ils peuvent savoir les méthodes dont on aura besoin? Non, parce qu'en fait, non, pour le moment, c'est des structures de données. Tu as il crée pour chaque, par exemple, message, il crée une classe, il déclare les attributs, il ajoute les getters, etc. C'est tout ce qu'il fait.
Mais par contre, quand il y a une liste, il génère automatiquement des méthodes add employé, remove employé. C'est des méthodes qu'il ajoute automatiquement dans tous les Ah, langages. d'accord, parce qu'il y a la liste. Il y a la liste, exactement. Dès qu'il trouve une liste, il ajoute implicitement des méthodes add, remove, etc. Les méthodes classiques, si tu veux. Pour les listes, d'accord, monsieur. OK? Oui, c'est bon. Alors, en tout cas, donc ici, si vous affichez, donc vous allez voir, bon, ça, vous voyez donc les données, c'est en binaire, c'est un tableau d'octet. Alors, nous, on va l'enregistrer maintenant dans le fichier. On va utiliser donc fs. Donc, write file A5 synchrone. Alors, le fichier, je vais l'appeler, donc c'est data.proto. Format proto, et je vais enregistrer data proto. Donc vous voyez donc les mêmes données. Les données au format XML, c'est du texte, c'est ce que vous voyez ici. En format JSON, c'est ce que vous voyez là. Et en format proto, c'est finalement, c'est ce que vous voyez là, c'est le tableau que vous avez vu tout à l'heure qui a disparu. Il y a un petit problème de rafraîchissement. Alors je vais l'exécuter à nouveau. Donc c'est ces données. Ça c'est des données binaires. Alors maintenant si vous regardez le fichier, vous allez comparer ici donc vous avez donc ça c'est JSON et ça c'est XML et ça c'est proto. Mais proto c'est du binaire. Vous voyez donc on n'allait rien comprendre. C'est des données binaires. Et si vous regardez la taille, vous allez voir la différence. Alors vous voyez donc ça c'est du JSON. Le plus lourd c'est ça. Ça c'est XML, c'est 232 octets. JSON c'est 135 octets. Et en proto c'est 53 octets. Donc c'est pas rien parce que tout à l'heure on a dit que c'est 60% plus réduit. Enfin, si vous avez des grands fichiers, parce que là on voit pas trop, si vous voulez, il y a quand même une différence. Mais si vous avez des grands fichiers, là vous allez voir, c'est énorme. C'est-à-dire la différence elle est énorme. Pourquoi? Parce que dans les fichiers de JSON, plus le fichier est grand, plus on répète les champs. C'est-à-dire vous commencez à multiplier la capacité réelle par en fonction de la taille des noms des champs. Alors que en proto, les données qui sont là au format binaire qu'on affiche là, alors ces données-là, c'est les données, c'est 3 employés. Donc ça, c'est quoi ça? C'est 3 employés, c'est-à-dire qui ont été sérialisés en format protobuf. Mais dans ces données-là, il y a les champs valeurs. Alors comment on reconnaît les champs? Finalement, les champs, on ne va pas les enregistrer en format string, mais ils sont enregistrés, ils sont encodés avec les numéros que vous avez attribués. Vous voyez donc par exemple le ID, il est encodé avec le champ 1. C'est-à-dire tout ça c'est encodé. Le name c'est 2, etc. Ben, il est codé donc même si le champ se répète, mais le 1, on peut l'encoder sur un byte, c'est-à-dire un octet. Donc c'est-à-dire quelle que soit la taille, si vous avez un champ dont le nom contient 50 caractères, ben, au niveau de l'encodage, c'est toujours ça va occuper un octet. Donc voilà ce qui explique que le format protocole buffer, protobuf, c'est beaucoup plus réduit par rapport à, soi-disant, à JSON et XML. Alors maintenant, ça c'est juste protocole buffer. C'est juste pour vous donner une idée sur protocole buffer, comment il fonctionne. Mais après, donc ce qu'on va faire après, on va essayer de travailler un exemple d'application. En fait, l'exemple d'application à travers lequel on va travailler, gRPC, parce que maintenant on va aborder la partie gRPC. Donc nous allons créer une application client-serveur qui est basée sur gRPC, qui expose un service qui permet de consulter des opérations bancaires. Alors on va faire comme on a fait dans les web services. Donc on va créer, le service doit exposer les fonctionnalités suivantes: convertir un montant d'une devise vers une autre. Ici, on va utiliser le mécanisme, le modèle unary, c'est-à-dire request and response.
Consulter un compte via son code, la même chose, le modèle Unary, request, response. Consulter la liste des comptes, Unary, j'envoie la requête, je reçois la liste. Et après, consulter un flux de transactions. Une fois qu'on se connecte vers le serveur va commencer à nous envoyer une infinité de transactions. On va les recevoir en temps réel. Donc, on va faire du server streaming. Traiter un flux de transactions. Donc, on va utiliser client streaming, c'est-à-dire le client, une fois qu'il se connecte, il commence lui à envoyer une infinité de transactions, un stream de transactions. Une fois que le serveur reçoit toutes ces transactions, il va les traiter. Et après, il y a la partie exécuter un flux de transactions dans lequel on va essayer d'utiliser bidirectional streaming. Bidirectional streaming, c'est-à-dire le client envoie un stream de transactions et le serveur lui-même, il envoie au client un stream de transactions. C'est-à-dire, vous avez une communication streaming bidirectionnelle. Monsieur, j'ai une question. Oui. Pendant le serveur streaming, lorsque le client il envoie son flux de données, est-ce que le serveur il répond avec une fois que les données du client ont été reçues, ou bien le client il envoie une donnée, le serveur il envoie une donnée, Non. le client il renvoie une donnée et puis. Non, si tu es dans ce scénario, le client envoie une donnée, le serveur envoie une réponse, tu es dans ce mécanisme Unary. Requête-réponse, 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 c'est Unary, d'accord? Oui. Mais par contre, ici dans le server streaming, c'est que le client envoie une requête et après il reçoit, ça y est, il n'intervient plus. C'est comme si le client pose une question et il écoute le flux. Et après le serveur, il envoie le premier élément, item 1, item 2, item 3, et il lui envoie un stream. Et après, c'est le client qui consomme. C'est comme si tu fais un subscribe dans le cas de Kafka. Le cas de Broker Kafka, vous faites un subscribe vers le topic. Et après, dès qu'il y a des données qui arrivent, et après vous recevez le stream. C'est-à-dire vous recevez toutes les données du topic. À chaque fois qu'il y a une information qui arrive, vous allez la recevoir, vous consommez, n'est-ce pas? Donc, le cas par exemple des brokers, c'est du server streaming, par exemple, comme le cas de Kafka. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Alors, c'est comme si je te pose une question, une fois que je te pose la question en tant que client, et après tu vas me dire, voilà, premièrement, tu as ça. Deuxièmement, tu as ça. Troisièmement, et après tu commences à parler. Je te laisse parler, et si moi je suis l'étudiant et toi tu es le prof. Ça, c'est du server streaming, c'est-à-dire l'étudiant pose la question et après il laisse le prof parler. Ouais. C'est ça. Alors, si le client streaming, c'est l'inverse. C'est que le prof, c'est l'étudiant qui commence à parler, et après le prof, il ne fait que écouter. Une fois qu'il va écouter tout ce qu'il a dit, et après, il va lui donner un jugement à la fin. Ouais. Il va lui dire c'est très bien, ou des trucs comme ça. C'est quoi ça? C'est du client streaming. Et après, Unary, c'est que l'étudiant pose la question. Après, le prof répond. Question-réponse, question-réponse. Dans le bidirectional streaming. Le bidirectionnel, c'est la pagaille. C'est-à-dire, tout le monde parle en même temps. C'est-à-dire, moi, je te dis des choses et toi, tu me dis des choses. Tu comprends ce que en même temps. Hein. C'est-à-dire, je commence à te poser des questions, c'est-à-dire à t'envoyer des données. D'accord? Oui. C'est comme si, par exemple, en WhatsApp, je t'envoie beaucoup de messages WhatsApp et toi, tu m'envoies en même temps. Moi, je t'envoie un flux de données, toi, tu m'envoies un flux de données en même temps. C'est du bidirectional streaming. Je vois un peu, monsieur. Alors, ça, c'est les modèles que j'ai présentés qui sont là. Donc, c'est un peu ça. Donc, Unary, c'est ça. Single request, response. Donc, server streaming, vous posez une question et vous écoutez le flux de réponse. Client streaming, vous envoyez un stream vers le serveur, vous commencez à envoyer beaucoup de données vers le serveur en streaming. Une fois qu'il reçoit toutes ces données, une fois que vous lui dites ça y est, j'ai terminé, et après il vous donne la réponse.
Alors ici, c'est que le client commence à envoyer. Par exemple, ici, streaming, ça peut être le cas où vous envoyez un flux de données, le serveur, dès qu'il reçoit une donnée, il la traite, il vous donne une réponse. Mais en continu. C'est du bidirectionnel. Également, vous pouvez avoir... C'est chaque requête du client. C'est pas chaque requête, parce que tout ça, c'est la requête. C'est-à-dire chaque item de la requête, chaque item, il est traité, il y a une réponse qui est envoyée. Mais ça, c'est un scénario. Le deuxième scénario, c'est carrément, je commence à envoyer les données. Ici, les données sont traitées. Et vous avez également le serveur envoie des données indépendamment de la réception. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'être dire chaque item, on donne une réponse. Ça te dépend des applications. C'est ce que je te disais tout à l'heure en bidirectionnel, c'est qu'il y a un client qui commence à bavarder, à parler au serveur, et après le serveur commence à envoyer également des éléments. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Alors, voilà, alors ça c'est l'application qu'on va faire, donc je pense qu'on va pas la faire aujourd'hui parce que là ça serait trop. Alors ici donc vous avez un compte défini par son ID, sa date de création. Il y a également la méthode soumettre une transaction. Un compte est défini par son ID, la date de création, son solde, sa devise, son type. Le type il peut être soit courant ou épargne. Son état, il peut être soit activité, suspended, pending, closed. Une transaction est définie par son ID, sa date, son montant, son type, son état. Et après, une demande de conversion de devise est définie par le montant from to. C'est-à-dire, je vais convertir un montant d'une devise source vers une devise destination. Donc tout ça, c'est une application, on va faire une implémentation Java, une simple application Java, c'est un projet Maven. Donc pour éviter d'écrire, de compiler sur ligne de commande avec ProtoC comme on a fait tout à l'heure dans JavaScript, donc il y a des dépendances, il y a un plugin qu'il faut ajouter en fait à l'application. Et après on va commencer à créer donc le fichier .proto. Quand vous voyez donc le fichier .proto, dans Proto on va créer des énumérateurs. On va déclarer par exemple account status, transaction type. Alors tout ça c'est Proto, c'est-à-dire le format. Alors ici, le transaction type, vous avez transaction status, vous avez account type. Et après, on va déclarer un message de type account. Un compte est défini par account ID, balance, created at, le status, le type. Donc status, vous voyez donc ici de type account status. Voilà le type. Et après, la devise. Alors, account transaction. Une transaction est définie par transaction ID, account ID, transaction date. Alors vous voyez donc la date, il n'y a pas un type date, mais on va le représenter par un type time, c'est-à-dire un entier 64 bits, c'est un type long. Donc une date, il est encodé en format time, comme d'ailleurs c'est le cas de JSON. Le montant, le type de la transaction, le type transaction type, et le status qui est de type transaction status. Et après maintenant, donc ça c'est les structures de données, mais après il y a le service. Après on va déclarer un service. Donc ça c'est le service qu'on va implémenter, c'est-à-dire c'est comme si vous déclarez l'interface du service distant. Donc l'interface du service distant, donc c'est bank service. Donc dans notre cas, quelles sont les opérations qu'on va implémenter? C'est ça. Vous avez donc convertir, consulter, traiter, etc. Donc on va déclarer. Alors donc pour déclarer les méthodes, donc vous dites j'ai la méthode convert. Donc vous voyez donc toutes les méthodes sont précédées par RPC. Donc pour un unary model, on le déclare comme ça. Vous voyez donc le nom de l'opération c'est convert. Le nom de l'opération c'est convert. Ok. Qu'est-ce qu'il reçoit en input? Alors en input, il reçoit un objet de type convert currency request. Alors c'est quoi convert currency request? C'est ça. Convert currency request, c'est un message dans lequel on va trouver le montant currency from et currency to.
Donc, c'est-à-dire la méthode convert, il reçoit un objet de type convert currency request. Et qu'est-ce qu'il va retourner? Returns, il va retourner convert currency response. Et c'est quoi convert currency response? Il est défini par le montant, currency from, currency to et le résultat de la conversion. Donc ça c'est typiquement une unary model, c'est-à-dire j'envoie une requête, je donne request, un objet request, et en retour je reçois un objet response. Alors la même chose, get account, on va lui donner get account request comme input. Et c'est quoi get account request? Get account request, tout simplement il contient le ID, le ID du compte qui est de type string. Et qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner un objet de type get list account response. Alors c'est quoi get list account response? Get list account response. Get list account response, c'est quoi? C'est repeated. Vous voyez, donc c'est une liste de comptes. Repeated account. Et après j'ai la méthode, quoi d'autre? Get list accounts. Vous avez get list account request. Alors get account list account request. Vous voyez donc c'est un message qui est vide. C'est-à-dire qu'il ne contient rien. Donc c'est-à-dire si vous voulez avoir une méthode qui reçoit un paramètre qui ne reçoit pas de paramètre, bah, il faut déclarer un objet, une structure qui est vide. C'est-à-dire c'est le cas ici. Get list account request, c'est un objet, c'est un message qui est vide. C'est-à-dire c'est comme si vous voyez un objet vide si vous voulez. Et on reçoit get list account response. Get list account response, c'est une liste, vous voyez donc répéter une liste de comptes. Et après le cas de server streaming. Alors pour server streaming, la méthode s'appelle get stream of accounts transactions. Alors qu'est-ce qu'on va lui envoyer? On va lui envoyer get stream of account transaction request. C'est ça? Get stream of account transaction request. Qu'est-ce qu'on va lui envoyer comme paramètre? C'est account ID. C'est-à-dire cette structure contient account ID. Qu'est-ce qu'il va retourner? Return. Vous voyez cette fois-ci, on va retourner un stream de account transaction. Donc c'est-à-dire server streaming. C'est le serveur va envoyer un stream de ici. Alors ça c'est voilà, stream of account transaction. Alors account transaction il est là. Chaque transaction est définie par ça. Alors la même chose, client streaming model, vous voyez, donc la méthode s'appelle submit stream of transactions. Alors l'input, ici dans les paramètres, on utilise stream. Donc on envoie un stream de account transaction, c'est un stream, c'est client streaming. Et qu'est-ce qu'on va recevoir en retour? Alors, donc ici donc vous voyez donc en client streaming, donc vous avez submit stream of transactions, donc j'envoie un stream de transactions et qu'est-ce que je reçois? Je reçois un objet à la fin, perform stream of transactions response. Alors perform stream of transactions response, qu'est-ce qu'il contient? Il contient le nombre de transactions traitées, le total des montants des transactions traitées. Vous voyez donc parce que le serveur il reçoit un stream de transactions. Et après, il va faire un calcul, il va faire une agrégation en faisant des sommations ou bien des moyennes ou des choses comme ça. Il va faire traiter le flux. Et à la fin, il vous donne des data analytics comme ça. Total, le nombre voilà, total amount of performant transactions. Total amount of performant debit transactions, c'est-à-dire le total des montants des transactions de type débit. Et après, total des montants de type crédit. Bon, c'est-à-dire là, il reçoit les transactions et après, il vous retourne ce résultat-là. Bon, typiquement, c'est un exemple intéressant. Et à la fin, il y a submit transaction. Ici, c'est un cas particulier parce qu'on va lui envoyer une transaction. Donc, je renvoie une transaction, account transaction. Et en retour, je reçois rien. C'est-à-dire, typiquement, c'est des méthodes de type void. Alors si vous voulez avoir des méthodes de type void, donc on va utiliser, il faut retourner un type de type empty.
En fait, mes API, c'est dans le namespace google.protobuf. Donc c'est pour cela d'ailleurs, vous voyez, ici on va importer. Non, c'est pas la peine. Enfin, on ne l'a pas importé, mais vous pouvez l'utiliser directement. Donc le type empty, c'est, on aurait pu l'utiliser également ici. C'est-à-dire quand vous allez envoyer quelque chose qui ne contient rien, ben, au lieu de créer une structure, un message qui est vide, ben, vous utilisez le type empty. Voilà, donc ça c'est le, et comme vous voyez ici, donc c'est la version 3. Et comme on va générer dans Java, on va générer le stub, on va le mettre dans un package pour ne pas le mettre dans le package par défaut. Vous avez ici option Java package. Voilà, donc je vais utiliser ce package. C'est comme si je lui dis quand je fais la compilation protobuf Java, stocke-moi le stub dans ce package là. Donc c'est ce package qui va être créé. Bon voilà, alors ça c'est je vous ai donné une idée sur le proto, mais après par la suite, donc pour le cours prochain, je vais vous montrer comment on va implémenter, donc comment faire la compilation proto. Alors ici donc normalement il faut utiliser la commande proto compiler, mais comme on a utilisé ici un plugin Maven, ben vous faites tout simplement validate install, vous exécutez, il vous génère, il fait la compilation, et après on va implémenter le service distant, et après on va faire des tests avec des clients. Avant même de faire des clients, il y a un outil qui s'appelle Bloom RPC. C'est un outil avec lequel on peut tester le serveur. Donc c'est à peu près l'équivalent de Postman pour REST et les web services. Donc c'est-à-dire il suffit de lui donner le fichier proto. Et après, il vous donne la possibilité de faire appel aux méthodes. Et là, donc, vous avez la requête et là, vous voyez la réponse en format JSON. Et donc, cet outil-là, il vous montre un peu il fait la désérialisation, c'est-à-dire protobuf, il vous l'affiche en format JSON. Comme ça, vous pouvez voir les données que vous recevez réellement soit côté client, côté serveur. Bon, on va faire des tests avec Bloom RPC. Et après, on va implémenter les différents clients avec les différents modèles. Une fois qu'on aurait terminé ça, on va voir comment intégrer ça avec Spring. Parce que ça, c'est des applications Java classiques pour comprendre. Après, on va faire la même chose dans un projet Spring. Pour voir un peu la même chose, comment on fait l'intégration de gRPC dans Spring. C'est le même principe, donc il n'y a rien de spécial après. Donc il y a juste une annotation qu'on va ajouter gRPC service, comme ça devient un service gRPC. Et après tout ira bien.